Trigger warning. Cet épisode parle de violences sexuelles et physiques. Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue les amours dans les mains dans la pop. Moi c'est Maodrama et en face de moi il y a... Audrey. Oui. Et Audrey et moi on va vous parler avec cette ambiance de stade, d'actu, de tendance, de décryptage de pop culture, mais aussi gloire, déboire de célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret, et tout ça en même temps car la vie est pleine de nuances, ni noir ni blanc, un peu tout est gris. Fin de la phrase. Vous pouvez en tout cas lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février vous permet d'hiberner, que notre débrief sur la perf de Rihanna au Super Bowl vous a amené à danser sur Shine Bright Like a Diamond. Je suis trop désolée d'avoir commencé à chanter, mais c'est comme ça. En tout cas, vous pouvez retrouver les 4 premiers épisodes sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi nos pastilles. Si là, tout de suite, vous n'avez que 5 minutes avant de finir votre pancarte pour la manif contre la réforme des retraites du 7 mars prochain, podcast engagé, vous pouvez directement aller écouter ma rôtisserie où je passe quelqu'un au grill, ou bien la reco culturelle d'Audrey pour briller en after. Et en after, il y a les premiers rayons du jour. En parlant de premiers rayons de soleil, Audrey, comment vas-tu ? Voilà, là, tu sais comment me flatter. Grave, j'étais vraiment too much. Me comparant littéralement à un astre. Ben, ça va super, et toi ? Oui, mon amour, ça va bien. J'ai passé une bonne Saint-Valentin. Enfin, non, oui. C'est pas le sujet, je veux pas commencer à m'écarter là-dessus. Pas d'IST, en tout cas, tout va bien. Super, on c'est est principal. C'était mon actu à moi et on continue d'ailleurs sur les actus, mais on va dépriver de l'actu nationale et mondiale. On va parler tout de suite des losers et des winners de cette semaine. Qui a des lauriers pour être super ou des lauriers pour être nul ? Oui, on dirait un petit peu une introduction au livre de Babar, mais enfin bon, voilà. C'est les winners et les losers, let's go. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Roulement de tambour, on va commencer tout de suite avec la win d'Audrey. Audrey, qui, selon toi, mérite d'être félicitée cette semaine ? Alors moi, cette semaine, mon up, ça va être surtout un up de soutien, un gros big up à l'interprète de Come and Get It, Selena Gomez. La chanteuse Selena Gomez, en fait, en ce moment, elle est victime de grossophobie. Elle se prend une grosse vague, en fait, de harcèlement par rapport à sa prise de poids, à tel point qu'elle a fini par devoir se justifier en expliquant les raisons de cette prise de poids. Incroyable de se dire que si tu fais du 40, il faut te justifier. Mais exactement, vraiment incroyable dans le plus mauvais sens du terme. Selena Gomez, elle est atteinte depuis quelques années d'une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus et elle avait quitté les réseaux sociaux pour se consacrer à sa santé mentale et surtout à sa santé tout court. Et elle avait même dû subir une greffe de rein en 2017. Et là, elle était revenue tranquillement depuis un petit peu de temps là, sur les réseaux sociaux et elle a déjà fait face à pas mal de critiques. Et elle a même dû du coup donner un live sur TikTok il y a quelques jours pour répondre à la pluie de commentaires grossophobes. Okay. Donc incroyable. Pire cadeau de bienvenue, quoi. T'étais partie, tu reviens, t'es survivante. Qu'est-ce que t'es grosse. C'est ça. Allez, exactement comme à Noël, tu sais, avec la famille. Ah, t'as pris du poids. C'est très agréable. Mais ouais, donc même face à la maladie, finalement, les femmes doivent toujours se justifier à propos de leur corps, de leur apparence, de leur poids, etc. Donc elle a finalement dû expliquer que son traitement lié au lupus faisait naturellement prendre du poids en eau. Et elle a tout de même tenu à rappeler qu'elle préférait être en bonne santé et prendre soin d'elle-même plutôt que de se soucier des normes de beauté. Et elle a rajouté « Mes médicaments sont importants et je crois que c'est ce qui m'aide. Alors oui, je ne suis pas un mannequin et je ne le serai jamais. » Et ouais, depuis quelques temps déjà, la pop star, elle recevait pas mal de commentaires hyper désobligeants sur son physique, pas mal de body shaming. J'ai vu des commentaires passer du genre « Je ne l'ai pas reconnue, elle a l'air gonflée, etc. » Donc voilà, des commentaires très sympas comme ça qu'on se prend en dessous de chaque vidéo. Et elle s'était déjà exprimée sur le sujet en rétorquant « Bah ouais, j'ai un peu grossi en ce moment parce que je me suis bien amusée pendant les vacances, mais on s'en fout. » Donc voilà, elle fait face à pas mal de critiques et elle a dû se protéger. Donc maintenant, elle explique que c'est un assistant qui filtre les commentaires TikTok auxquels elle a accès pour se protéger, en fait, protéger sa santé mentale. Et voilà, elle dit mon équipe rassemble quelques éléments seulement d'encouragement, en fait. Elle n'a pas accès à tous ces commentaires. Bref, en tout cas, la grossophobie, ça a un vrai impact sur la santé mentale des personnes concernées, qu'elles soient stars ou pas. Ouais. Et je trouve que c'est un sujet encore trop relayé au second plan et puis normalisé, genre normalisé.
une discrimination socialement acceptée. Vraiment. Envers soi-même et envers les autres. Elle a mangé comme une grosse, déjà comme si grosse c'était une insulte. Enfin, c'est très étonnant la façon dont on c'est hyper ancré en fait comme biais. Et donc voilà, c'est un petit big up à Selena. Courage à Selena et toutes les personnes qui se prennent des remarques et des violences au quotidien pour leur physique. Bah ouais. Moi je t'avoue, je suis pas Selena, mais moi je m'en prends tous les jours. Genre en ce moment, il y a un gars qui spamme toutes mes vidéos en mettant pourquoi cette femme diabétique prend la parole. Diabétique, ah oui, il te diagnostique. C'est sa façon à lui, genre d'essayer de dire. Okay, super. Bon, en tout cas, c'est un loser. Et est-ce que tu as un autre loser à dénoncer cette semaine ? Oui, j'ai un loser Darmanin. Pardon, ça m'échappe toujours en début de chronique. Pas du tout. Alors. Après la vente de photos de pieds, après la vente de culottes sales, après la vente d'eau de bain utilisée, eh bien cette fois-ci, on a trouvé une grande gagnante qui s'est sexualisée tout en vendant ses flatulences. Un business lucratif. Okay. Oui, vous avez bien entendu. Tu m'intrigues. Voilà une femme d'affaires qu'on attend sur France 2 pour Cherchez-vous un partenaire qui sait utiliser chaque partie de son corps pour s'enrichir, prendre sa part du gâteau du capitalisme. Elle a dit oui, alors elle s'appelle Stéphanie Matteau, M-A-2-T-O, si vous voulez aller tout de suite la checker, lui dire bravo sur Instagram. Et acheter ses paix. Et acheter ses paix. Bah alors, oui et non. Attends la suite est dramatique. Donc elle a 31 ans, c'est une grande blonde blanche assez jolie qui a été vue dans une émission de télé américaine qui s'appelle 19 Days Fiancé que je ne saurais que vous conseiller. Ouais. C'est une des téléréalités les plus cringe et weird que j'ai jamais vues de ma vie. C'est donc pour ça qu'elle est essentielle à voir. C'est un truc avec genre des mecs et des meufs qui tombent amoureux de partenaires dans un pays étranger. Ils le ramènent aux États-Unis, ils ont 90 jours pour se fiancer, sinon la personne en question est expulsée du pays. Et après, du coup, c'est genre le parcours de la personne au milieu de sa famille en mode genre tu veux une green card ou tu veux le cœur de ma fille. Bref, on est exactement ce qui s'appelle l'horreur et parfois l'horreur permet de un petit peu décompresser. En tout cas, elle a gagné plus de, d'après toi, combien d'argent a-t-elle gagné cumulé en un an ? 100 000. 200 000 $. Waouh, j'y étais presque. Et oui, tu étais presque. Je veux qu'elle fasse une start-up. Je veux qu'elle rentre dans un incubateur de talent avec des mecs en chemise. Je veux qu'elle se fasse plus de thunes avec cette recette fait maison. Je veux qu'elle fasse une masterclass à HEC. Parce que la meuf, c'est du génie. D'après toi, combien a été vendu un pot de paix au début ? J'adore un pot de paix. Déjà, cette phrase existe. Très dur à prononcer, cela dit. Un pot de paix, petit pot de paix, petit pot de beurre. Un pot de paix, j'en sais rien, 10 balles. Mais franchement, ça se fait trop pas pour Stéphanie Matteau. Je suis désolée. Tu mets trop pas de la matière première dans ce paix. Je connais pas le cours du paix. Et ben, le cours du paix était de $500 au début. Wow. Et il a monté, parce qu'elle a vraiment fait le truc de l'offre et de la demande. Plus elle a été demandée, moins elle a produit et plus elle a fait cher. Elle a fait monter les enchères jusqu'à $800. C'est ce que j'appelle, écoute, du génie. Si vraiment. Certains y voient de l'absurde, moi je vois un discours final de thèse de philosophie financière à l'ESSEC. J'y vois un discours d'entrée triomphale aux Beaux-Arts sur l'être et le néant, l'absurde et le vrai, tout est faux, on ne sait pas, Dieu existe-t-il, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et Affida Turner dans tout ça. En tout cas, j'aime bien imaginer déjà le moment où elle a eu l'idée. Est-ce qu'elle regardait un film, genre avec un de ses crushs, genre Angelina Jolie, et elle s'est dit genre, oh là là, je prendrais vraiment tout d'Angelina, ses cheveux, sa peau, ses paix. Wait a minute, je connais bien quelqu'un qui m'a dit sur Instagram qu'il prendrait mes paix et hop, elle a lancé ça. Alors il y avait tout un business derrière. La jeune femme mange une bonne quantité d'aliments qui lui donnent des gaz, puis elle s'occupe elle-même de les enfermer dans des bocaux. Petite touche glamour, on n'oublie pas d'être des princesses. Elle ajoute des pétales de fleurs au fond du bocal. Et alors, je la cite, elle dit « J'ai commencé cette entreprise en mangeant principalement des muffins protéinés et des œufs durs. Puis après, je me suis diversifiée avec des haricots noirs, des omelettes à l'oignon, du jambon, du poivron, bref, des choses qui tassent, des bananes, etc. Et ça paraissait sain et pourtant... ça lui a provoqué des douleurs à l'estomac au point de l'empêcher de respirer. Elle a dû être conduite aux urgences, elle a cru qu'elle s'était vue mourir. Aujourd'hui, les médecins la disent en dehors de danger, mais effrayée, Stéphanie Matteau a décidé de stopper son business de paix pour sa propre santé. Voilà, de nouveau une phrase que j'arrive pas à dire. J'ai hâte dans ce podcast de dire d'autres camoulox comme Bernie Sanders mange ses moufles ou Pierre Palmade suspecté de détenir des images pédopornographiques. Ah pardon, cette dernière n'est pas un camoulox, c'est une vraie info. Bon, alors là, on a parlé de cette chère jeune femme qui va de mieux en mieux, mais il y a quelqu'un apparemment qui va de moins en moins bien avec cette voix de petit journal de 20h. Audrey, j'adore. De qui vas-tu nous parler ? Eh bien, d'un bon loser de Vincent Cassel, figure-toi. Mais non, suspecté depuis 30 ans de misogynie. Qu'est-ce que cet homme a encore fait ? Exactement, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Eh bien, en plus d'être un fétichiste notoire des femmes noires, puisque, je le rappelle, il avait quand même déclaré avoir la jungle fever du fait d'avoir une partenaire noire. Jungle fever. L'acteur a des points de vue très douteux, voire masculinistes. Donc, dans une interview donnée au Guardian le 17 février dernier, l'acteur, qui a donc 56 ans, et on le rappelle, est marié à Tina Kunake, qui a 25 ans, a tenu plusieurs propos misogynes. Quoi ?
Oui. Extraordinaire. Il avait bien commencé l'interview qu'il a donnée au Guardian. Il évoquait notamment la problématique des rôles de genre. Quand on l'a interrogé justement sur son rôle dans Liaison, c'est une nouvelle série d'Apple TV. Il avait dit, regardez ce qui se passe, Instagram et TikTok sont pleins de gens qui donnent une fausse idée de ce qu'est le genre. Les hommes devraient être comme ça, les femmes devraient être comme ça. C'est un fantasme total de ce que la sexualité devrait être. Et on a tendance à oublier ce dont il s'agit vraiment. Il s'agit d'être soi-même. Donc vraiment un discours de Miss France. Développement personnel, on adore. C'est ça. Et le naturel est revenu au galop. Il oublie les directives sûrement de sa RP. Il met les pieds dans le plat, notamment en soutenant le masculiniste Andrew Tate, qui, on le rappelle, est actuellement accusé de viol. Donc je pense qu'il dit des choses intéressantes en parlant d'Andrew Tate, parce qu'il veut défendre la masculinité. C'est presque honteux d'être masculin de nos jours. Il faut être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. D'accord. D'accord, Vincent. Fin de citation. Vraiment, fin de citation. Encore un homme grisonnant qui pleure une masculinité et une virilité perdues. On se demande ce qu'il regrette. Le temps où il était plus admis de frapper sa compagne, pour un oui ou pour un non. Le temps des hommes qui allaient au charbon et des femmes derrière les fourneaux. Ou alors celui, pas si lointain que ça, où on shamait la gente masculine pour exprimer d'autres émotions que la colère. Ou alors celui des hommes qui se vêtaient de toges et de chaussures à talons. En fait, on a du mal à situer quelle masculinité il dénonce ici aujourd'hui. Parce que bon, les hommes de tout temps aussi ont porté ce genre de vêtements. Les hommes de tout temps ont eu des émotions. C'est pas très clair. Et donc, quand le journaliste du Guardian l'épingle à propos de sa misogynie, l'acteur, il va sortir le Joker que tous les sexistes sortent, et également très bien connu des racistes. Il a un ami trans. La carte de l'ami ou de l'entourage concerné, c'est le fameux « j'ai un ami noir » version masculiniste. Il dit dans le plus grand des calmes, « J'espère que je ne suis pas misogyne. Non. Je suis entouré de femmes du matin au soir, car j'ai 3 filles, une femme et une ex-femme et une mère. » Non. Enfin, dans ce cas-là, en fait, il n'y a personne sur Terre qui est misogyne, puisque bon, je pense qu'on a chacune un entourage composé de femmes, on a une mère, enfin bref, c'est vraiment un argument qui ne tient pas. Et ces propos, ils ont évidemment créé la polémique, et outre ceux qui vont le défendre un peu pour sa vision très archaïque de la masculinité, il y a beaucoup de réactions offusquées, notamment sur Twitter. Donc il y a des gens qui vont dire c'est plutôt s'il devenait comme Vincent Cassel en parlant des hommes qu'on aura un problème. On se passera bien de la vie de Vincent Cassel. Jugeant son nom trop féminin, Vincent Cassel se renomme Vincent Casse-lui. C'est trop drôle. Ou encore, il faut peut-être dire à Vincent Cassel que la masculinité ne se trouve pas dans un amas de biceps, de poils et de misogynie. Et oui, Vincent. Mais bon, est-ce que c'est étonnant, Mao, que ce prédateur qui a commencé à sortir avec sa femme actuelle, qui, on le rappelle, avait 18 piges, qui avait à peine soufflé ses 18 bougies sur son gâteau alors qu'il avait 50 ans, Léo sort de ce corps. Au-delà du fait qu'il offre sa sympathie à un mec complètement dangereux, un Tate, méga dangereux. Ouais. On est sur un gravissime là. C'est ça. Il sert un argument hyper connu au final et hyper servi, vu et revu des masculinistes, c'est-à-dire que le rôle de genre devrait être maintenu tel qu'ils sont, sinon ça menace l'équilibre du monde, ça menace surtout le patriarcat, Vincent. Non, Vincent, ce n'est pas honteux d'être masculin, c'est honteux d'être misogyne et de tomber dans la masculinité toxique. Bon, après, s'il confond les deux, ça c'est une autre chose, c'est un autre problème. Alors Vincent, je te conseille de pleurer un coup au lieu de taper dans les murs et de trembler dans tes bottes devant 3 mecs aux ongles vernis, tu verras, ça fait un bien fou. Merci Audrey. Et toi, Mao, est-ce que tu as un winner, un truc un petit peu plus positif, feel good? Oui, j'ai quelque chose de feel good et positif à vous annoncer. Il y a sûrement une solution à la contraception masculine qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et probablement, dans quelques années, nous aurons des pilules masculines à acheter en pharmacie. Finally! Mais oui! Alors, parce que vous êtes tous et toutes au courant, les hommes sont féconds 365 jours par an, les femmes 4 jours par mois. Et en toute logique, c'est évidemment Jacques Prévert qui prend en charge la contraception. Non, je dis n'importe quoi, ce sont les femmes pour la plupart du temps. Alors du coup, tout leur revient, la charge mentale, les complications, le stérilet fait mal, peut provoquer des blessures, des problèmes hormonaux, des dépressions, enfin bref, on s'occupait déjà du logis, de la cuisine, des enfants, de pas avoir d'enfants, d'être coupable de vouloir avoir des enfants, d'être coupable de pas vouloir 2 enfants, d'être coupable d'avoir un enfant puis de pas vraiment en vouloir, enfin bon bref. Et pour les hommes, peu de réflexion, parce que de toute façon, il était hors de propos pour eux de prendre quoi que ce soit en charge. Je veux dire, il y a jamais des scientifiques qui se sont dit « et quid des hommes ?» Jusqu'à maintenant, il y avait 2 solutions, soit le préservatif, mais enfin bon, tu connais,
ma bite est un peu trop grosse pour en mettre. C'est quand même la meilleure punchline de tous les temps. J'aimerais que les auteurs écrivent pour moi une série avec Canal. Je suis allergique au latex. Ou je sens rien. Je sens rien. Moi, je sens bien que tu me fais pas jouir. Enfin bref. Soit la vasectomie, qui est quand même un peu plus fort, car il s'agit d'une ligature des canaux qui transportent les spermatozoïdes. Je rappelle quand même que c'est indolore, remboursé par la sécurité sociale. Genre vraiment s'épiler les sourcils, c'est plus douloureux. Et ça peut être réversible jusqu'à 80% dans certains cas. Mais enfin bon. Pardon, j'ai un truc coincé dans la gorge. Le patriarcat. Alors que les recherches antérieures s'étaient révélées peu concluantes, une expérience menée sur des souris permet d'imaginer un médicament révolutionnaire, immobilisant les spermatozoïdes pendant plusieurs heures. Okay. Tu vois, ils joueraient à 1, 2, 3 soleil, et ils feraient soleil pendant plusieurs heures, juste qu'ils puissent copuler. Oui, un jour, les hommes pourront être interrompus et dire à leur partenaire, non, c'est pas Miss Aquitaine qui a gagné Miss France, c'est pouloup, pouloup, pouloup. Et le partenaire ferait, qu'est-ce que c'est que cette alarme? Et le mec dirait, pardon, c'est ma pilule. Waouh. Oui, j'aime bien me faire des fanfictions. L'équipe dirigée par des chercheurs de l'université Cornell à New York décrit dans une étude publiée mardi dernier dans Nature Communication ces expériences menées sur des souris mâles. Alors je cite, pour influer sur leur fertilité de manière temporaire, elle a utilisé un inhibiteur de l'adénylate cyclase soluble, une protéine identifiée comme pouvant jouer sur le déplacement des spermatozoïdes. Bon, je suis allée un peu vite et je vais pas rentrer quand même dans le flanc, mais l'important c'est qu'on avance, les changements arrivent. Oui, ça va prendre encore 3 ans pour être commercialisé, 10 ans à être débattu par des mascus sur internet qui diront « Je pense que dedans il y a une puce 5G connectée à mon téléphone pour me cloner, car les femmes... » Point. Fin de la phrase. Mais dans 20 ans, probablement, nous pourrons dire à nos fils et à nos petits-fils « Paul Bappé ?» Ok, c'est un prénom futuriste pour mon futur petit-fils. Pendant tes vacances de spring break en Laponie, puisqu'il y a le réchauffement climatique, donc il pourra plus aller à la boule. N'oublie pas de prendre ta pilule à 18h. Tadam! Fin de la fanfiction. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Alors oui, il a osé et l'idée a été pour nous très simple à trouver. Quel sujet de la semaine? Quel autre sujet que la chanson Quand tu dors de Taïk, qui est au cœur d'une énorme polémique puisqu'il s'agit d'une chanson dont les paroles racontent tout simplement un viol. Allez, voilà, quoi de mieux pour continuer cette belle semaine, encore un jeudi, dans le patriarchy. Il a fini par retirer ce titre de son nouvel album Room 96 et a annoncé qu'il allait réécrire les paroles. Sage décision, Taïk. Petite ironie et cynisme total, cet album était un album surprise pour la Saint-Valentin. Ah mais super comme surprise, vraiment le cadeau le plus pourri, c'est de la Saint-Valentin. Mesdames, votre cadeau, ce n'était pas un code promo pour la lessive, ce n'était pas une machine à laver ou une rose, non, c'était une sérénade. Et la sérénade de l'année, c'est une ode à vos agressions sexuelles. Plus tard, dans un communiqué, le chanteur semble s'être remis en question, ou plutôt je pense que sa team de communication s'est chié dessus, et il a dit... Écoutez, je prends conscience, après avoir écouté, lu vos retours et échangé avec nombre d'entre vous et mes proches, que je n'avais vraiment pas anticipé qu'ils puissent être compris de cette manière. Pourtant, t'as pas exprimé les choses autrement qu'elles ne sont, je veux dire. Il dit, je voudrais vous assurer que je refuse que ma musique serve un message ambigu. Mais c'était pas du tout un message ambigu. Pas du tout. Il nous gaslight là en fait. Dans quelques secondes, tu vas nous raconter les paroles exactes, mais moi, si je peux vous faire une espèce de paraphrase, c'est comme si moi j'écrivais un titre et je commençais à chanter sur du zouk. J'ai pris ton collier dans ta chambre. Je l'ai mis dans mon sac et je suis partie. Je suis désolée si c'est ambigu, je voulais pas associer ces paroles à un cambriolage. Pourtant, si, c'est exactement ce que je viens de décrire. Alors Audrey, dis-nous en plus. Comment cela, ces paroles étaient ambiguës? Vraiment, il y a aucune ambiguïté. Il nous gaslight à fond. En fait, le chanteur, il a imaginé un scénario qui est vraiment pas sans rappeler le viol, qui est carrément du viol même. Donc au début de la chanson, en fait, après un petit laïus où il mêle habilement, pas du tout, le français et l'anglais, en fait, il parle de son envie de pimenter son couple et il écrit « J'imagine un truc, je rentre du boulot, tu vois, toi tu dors déjà, et plutôt que de te réveiller, et puis laisse tomber, don't do that, laisse tomber, come on, yeah. » Et il continue en disant qu'en gros, il est rentré, mais la personne dort, c'est et horrible. Il dit « Je dois te réveiller. » Mais non, une pénétration dans le sommeil, c'est bien mieux. Oh, I'm gonna take you to New York, drive you to LA, je dois faire rêver ton corps, je t'en supplie, dors encore. Donc voilà, Taïk s'est défendu sur Twitter en disant voilà, pour les personnes qui n'auraient pas compris le sens du titre, en plus c'est nous les débiles. Ouais, à aucun moment il n'est question de relation intime sans consentement, c'est un couple. Cette femme dort, son homme rentre, la voit, la réveille et décide d'embellir la nuit, mais pas du tout. Parce que plus loin, les paroles sont assez claires. Il dit clairement, pourquoi te le dire, pourquoi prévenir, tu es tellement belle quand tu dors, pourquoi te le dire, pourquoi prévenir, ça ne te demandera aucun effort, j'aime quand tu dors. Taïk, tu ne prends pas un peu pour des cons là? Donc clairement le mec il fantasme sur le fait de forcer un rapport sexuel sur sa partenaire qui est complètement endormie et donc
pas consentante. Donc c'est un fantasme de viol conjugal et qui est romantisé avec des paroles de chansons vraiment pourries qui riment même pas. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais voilà quoi. Je pense qu'il nous prend pour un débile. Il n'y a pas de pour ceux qui n'ont pas compris. En plus, c'est nous qui parlons pas français. Et il a décidé d'embellir la nuit de sa femme, c'est n'importe quoi. C'est comme si moi je dis, je suis rentrée, j'ai égorgé mon père, j'ai embelli sa fin de vie. C'est pas vrai. Aucun Ne donnons sens. pas un second sens, c'est des choses qui n'en ont pas. Et ce qui me fait barrer, je t'avoue, c'est de me dire, il n'y a pas une personne, mais dans son équipe. Je veux dire, il est dans des labels où c'est sûr de checker les chansons. Ça veut dire que la culture du viol, elle est tellement admise qu'il n'y avait pas une personne qui s'est dit vraiment, faut l'arrêter. Ça me fait penser, genre, il y a des réunions comme ça, genre Darmanin, il y a eu une réunion avec Macron et tous les hauts conseillers de l'État, et ils se sont dit, vraiment, c'est la moins pire personne qu'on a. Et ben Peut-être là, que c'est le cas. les hôtels, ils se sont dit vraiment, C'est l'ironie de la chose. Taïk, c'est le meilleur titre qu'on a. Et puis il faut savoir en plus qu'il n'est pas à son coup d'essai. Voilà, maintenant que cette polémique ressort, il y en a d'autres qui arrivent avec. Il y a quelques années, il a sorti une chanson qui s'appelle Entre mou de la bonne herbe, où, je cite, il dit « Elle est mineure, mais elle a un de ses corps. » Wow. Bon. Il est aussi appelé le renifleur de culottes. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu cocasse. Bon, en gros, en 2022, il a un concert et on lui envoie des culottes et il les sniffe. La vidéo fait le buzz. Bon, king shame pas, mais dans le contexte, ça fait un peu une tambouille de détraqué sexuel, quoi. Pour rappel, un mineur, même si elle a un bête de corps, est sous l'emprise psychologique de quelqu'un, d'autant plus quand cette personne a un ascendant parce qu'elle est connue. Ça, c'est juste un petit rappel, mais il y a un autre rappel sur la chanson qui est sortie, Audrey. Bah ouais, rappel, une personne inconsciente ou endormie ne peut pas donner son consentement libre et éclairé puisqu'elle dort. Quand on dort à point fermé au pays des merveilles, non seulement on n'est pas en mesure d'être consciente de ce qui se passe autour de nous, logique, mais en plus on est dans une position hyper vulnérable et le consentement, ça requiert une capacité et on n'est pas capable quand on n'est pas conscient, quand on dort à point fermé, quoi. Et donc autre rappel aussi, tant qu'on y est, dans les trucs un peu légaux, le code pénal il définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace, surprise, et ça c'est un viol. Et donc une personne qui viole, en théorie, elle risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et 20 ans dans le cadre d'un viol conjugal, et en pratique c'est plutôt une tape sur les doigts, malheureusement. Et moi je travaille pour une association qui s'appelle Consentis. C'est une association qui œuvre contre les violences sexuelles en milieu festif et ce type de comportement c'est hyper commun malheureusement. Donc non seulement les violeurs sont plus souvent des proches que des inconnus un peu tapis dans l'ombre d'une ruelle un peu la nuit, etc. Mais en plus les viols ils ont souvent lieu dans l'intimité du foyer. Et en plus souvent en totale impunité. On rappelle souvent, on dit oui, il y a 1% seulement des plaintes pour viol qui amènent à une condamnation. Eh bien c'est faux, il y a 0,6% des plaintes de viol qui puissent se terminer par une condamnation. Et tu as toute forme de mauvaise foi, dont une dont tu vas nous parler tout de suite, qui est absolument drôlissime dans sa folie. Ouais, il y a ce qu'on appelle la sexomnie. Alors, je sais pas si t'en as entendu parler. J'ai fait un article dessus. En fait, c'est le fait, soi-disant, d'entreprendre des rapports sexuels quand on est endormi. Donc, en fait, c'est la version sexuelle du somnambulisme. Mais en fait, il y a plusieurs expertes qui remettent complètement en cause l'existence de ce trouble. Parce que, comme par miracle, c'est que les hommes, en fait, qui en sont touchés. Bon, il y a certains expertes qui disent que c'est vrai, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux parfois. Et de toute façon... Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. J'adore quand t'es mignonne, mais avec... J'ai l'impression quand même qu'ils disent un peu n'importe quoi. Qu'on se fout de notre gueule un peu. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, là, Taïk parle pas du tout de sexomnie, puisque les actes qu'il décrit, il a l'air de les commettre en totale âme et conscience, contrairement à sa victime. Absolument qu'il les commet. C'est ça. Et il y a quand même des gens qui réussissent à le défendre, figure-toi. Ils défendent ses intentions. Et donc, on voit bien que la culture du viol a encore de beaux jours devant elle, parce que j'ai un petit peu fouillé sur Twitter et j'ai vu des gens qui le défendaient complètement en disant j'espère vraiment que tous ceux qui sont choqués par ça, vous faites uniquement l'amour pour faire des enfants et seulement missionnaire. Et après, vous faites une bonne prière, car si c'est pour faire pareil après, blablabla. Enfin bref, vraiment ouin. Alors en plus de ça, figure-toi que ça cartonne. Il a 2 millions d'abonnés sur Instagram et par mois, il y a plus de 5 millions d'écoutes sur Spotify. Donc c'est assez désolant. J'avoue, franchement, je sais pas quoi dire. Enfin bon, bref. Oui. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment désolant. Et il y a quand même, malgré tout ça, une majorité de vives réactions qui l'ont amené à retirer le titre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais l'ironie du sort, c'est qu'il a quand même dit que cette chanson, ça restait musicalement sa préférée. C'est sa chanson préférée. C'est trop drôle. C'est vraiment pas le premier artiste en plus à écrire et à chanter des paroles plutôt problématiques. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mao.
Alors, c'est même pas que j'en pense, c'est qu'en vrai, petite journalope, on a fait les recherches pour vous. Il y a énormément d'artistes qui, avant lui, écrivent des paroles qui s'inscrivent dans la culture du viol. Il y a une affaire notamment qui a fait date parce qu'elle est allée jusqu'à des débats à l'Assemblée nationale en 2009. C'était l'affaire Orelsan, puisqu'elle avait dit des phrases sympas comme « je vais te faire avorter à l'Opinel »,« sale pute, suce ma bite pour la Saint-Valentin », enfin bref, toute une sorte de florilège qui est une forme de poème amoureux à la jante féminine. Et il a été poursuivi par plusieurs députés qui avaient été alertés par des associations féministes pour délit de provocation non suivi des faits à la commission d'atteinte volontaire à la vie. Bon, en gros, il a juste dit, mais c'est vrai qu'il a pas fait. Injure publique et provocation à la discrimination. En fait, l'idée, c'est que, évidemment, je pense que Orelsan n'a jamais levé la main sur quelqu'un jusqu'à maintenant. Laissons-lui encore une eau propre, ça reste un homme. Mais en fait, c'est juste que ces paroles nous placent dans un imaginaire collectif qui fait croire que ce genre d'acte est normal et même peut-être romantisé et mis en valeur. C'était une des thèses d'une journaliste qui s'appelle Titu Lecoq en 2009 qui dénonçait l'hallali que subirait Orelsan parce que ce dernier n'avait pas, dans Sale pute, de message à délivrer. Il n'avait pas commis de faute, c'est la société en elle-même qui crée la violence et non lui. Oui, mais bon, cette violence, ça permet de la faire perdurer. Et parfois, je pense qu'en fait, elle est tellement insinueuse, cette culture du viol, qu'il y a des titres, on ne se rend pas compte, mais on les écoutait, on les fredonnait à dos et tu les relis et t'es en mode genre wow, I wanna puke. On réduit souvent au rap les textes sexistes, mais en fait, comme toute la société est sexiste, eh bien je sais, c'est une surprise. Roulement de tambour. Tous les genres de musique sont concernés. Il y a une musique que moi j'ai plutôt appréciée, qui m'est revenue en tête, c'est le titre Blurred Lines de Robin Thicke. Bien sûr. Donc Zone floue en français, où vous vous rappelez de ce chanteur qui avait chanté avec Miley Cyrus, elle avait twerké sur lui, à des MTV Music Awards. C'était vraiment genre la musique de l'été 2013. Il fait exactement l'éloge de la zone grise, c'est-à-dire ce moment où on ne sait pas si tu violes ou pas. Et de nouveau, ironie du sort ou pas, il se trouve que pendant le tournage de ce clip, qui a révélé au monde Emily Ratajkowski, il l'aurait agressée sexuellement. Elle l'a révélé à la sortie de son livre qui s'appelle My Body, puisque c'est vrai que sa carrière s'est construite sur son corps et la façon dont elle l'a marketé et vendu en novembre 2021. Eh bien oui, il lui aurait saisi les seins à pleine main, hors tournage, et c'est la réalisatrice qui a hurlé « Mais enfin Robin, le tournage est terminé, enlève tes sales pattes !» Et il a dit « Non, ça va, c'est un clip érotique. » Well, d'autres titres que tu relis avec un certain dégoût ? Quand tu me parles de ça, de titres là qu'on écoutait quand on était plus jeune, et tu sais, avec les lunettes un peu féministes, on se rend compte que c'est hyper problématique. Moi, je pense à Je pète les plombs de This Is. C'est une chanson que j'écoutais en boucle, mais en fait, je l'ai réécoutée il y a pas longtemps et c'est vraiment un hymne d'incel qui prône le meurtre de toutes les femmes qui osent l'importune et vraiment rien que ça. Il chante littéralement des violences faites aux femmes. Tu sais, c'est un petit peu ponctué par un refrain. Je sais pas si tu te souviens, c'est genre je pète les plombs, putain, je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. C'est mon job, voilà, merci de rien pour ce moment musical. Et ouais, donc il tire sur une employée du McDo parce qu'elle ne veut pas lui donner son Mac Morning une fois que l'heure est passée. À une meuf qui le drague, il répond « Salope, va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé, mon ex-femme a fait pareil ». Et puis il reprend en disant « Je pète les plombs » lorsqu'elle rétorque. Donc voilà, vraiment une chanson bisounours, bienveillante, pas du tout misogyne, absolument. Pas du tout incel. Et puis, comme on le disait, tout ça c'est pas innocent, les mots ont une importance et la façon dont on les emploie en a une. D'où d'ailleurs, je pense, tout le débat qu'on a sur l'écriture inclusive, d'où le fait qu'il y a des mots qui réémergent et qui montrent que la société évolue ou pas. Enfin, juste ce que tu disais sur les mots plantent un imaginaire et tout. Ouais. Par exemple, le mot sororité qu'on redécouvre beaucoup maintenant et qu'on emploie pour s'empowerer, j'avais découvert qu'il avait été tout simplement supprimé du dictionnaire en 1789 lors de la Révolution française. Et c'était une volonté. Parce qu'en fait, du coup, si le mot qui unit les femmes n'existe pas, elles peuvent pas s'unir. Et donc, elles sont mises en rivalité et tout. Ça me fait penser au mot race qu'on a supprimé il y a pas longtemps. Et voilà, donc il y a ce truc où en fait, il faut pas du tout prendre à la légère et arrêter ce discours de c'est de la musique, c'est de la musique. Donc, autre registre, c'est de la musique. Les Beatles, pourtant que j'adore, ont fait une chanson qui s'appelle quand même Cours pour ta vie, où en gros, il dit à une meuf qu'il appelle Little Girl pour l'infantiliser. Well, I'd rather see you dead. Bon, je préférais te voir morte, petite fille, que te voir avec un autre man. Ouf, ok. Mais tu devrais plutôt courir pour ta vie, petite fille. Cache ta tête dans le sable, petite fille. Je te trouve avec un autre mec, et puis c'est la fin. Outre des discours qui racontent littéralement la mort de jeunes femmes, comme par exemple aussi Johnny Hallyday, qui a quand même fait une chanson qui s'appelle Requiem for You, où il dit « Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée ». Ça montre à quel point l'idée de crime passionnel pouvait être glamourisée dans des musiques. Il y a aussi tout ce qui va être autour de la romantisation des violences psychologiques ou des relations toxiques, comme Love the Way You Lie de Rihanna et Eminem, qui est une chanson que moi j'ai adorée, mais qui raconte ce truc de j'adore comment tu brûles, de mensonges. Ouais, c'est vraiment glamouriser le toxique, quoi. Absolument. Et que le caractère passionnel d'une relation ne doit pas se terminer dans la violence, quelle qu'elle soit.
Et alors sinon, juste pour le moment pseudo-fun, quand on parlait des chansons qu'on peut revoir avec un autre regard, c'est la chanson A.O. de Tragédie. Est-ce que tu m'entends? Ah ouais, A.O. ouais. C'est littéralement une chanson que moi j'ai mis en entrée de mon spectacle il y a 4 ans, qui me fait grave marrer. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui harcèle une meuf et qui l'attend en bas de son immeuble en fait. tant qu'elle sortira pas. Mais La seule en fait, chose que ouais. j'attends, c'est juste que tu descendes. Trop longtemps que j'attends, je commence à perdre patience. J'ai appris que t'aimais ça, faire langueur tous les mecs comme moi. Oh les gars, même ça vous me l'enlevez. C'est vrai. Le patriarcat mort à tout prix. C'est Mais vrai. on n'a pas encore fini de recenser. Il y a une chanson d'un très grand rappeur américain dont tu voulais nous parler. Ouais, tu parlais de Eminem avec son Oui. featuring avec Rihanna tout à l'heure. Et je reviens sur Eminem du coup Non, avec donc, comme Take, Kim. en fait, personne n'est à son coup d'essai. C'est Récidive. ça. Je sais pas si tu te souviens de la chanson Kim. Si, un rapport avec sa première femme. C'est ça. En fait, il chante le meurtre d'une femme par son mari. Et donc, les paroles sont très crues. Tout le long de la chanson, c'est vraiment le meurtre en détail de la femme. Donc, De il sa dit- femme en plus, c'était son premier Ouais, amour. mais bon, dans la chanson, il fait genre, c'est pas sa femme, mais en fait, elle a le c'est sa même femme. nom. D'accord. Elle a le même nom, ouais. Il a pas cherché très loin, tu sais. Et il dit donc, j'aurais dû me douter quand t'as commencé à agir bizarrement. Reviens ici, tu ne peux pas me fuir, Kim, il n'y a personne d'autre que nous. Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour toi. Je t'ai eu, vas-y, crie. Je vais crier avec toi, à l'aide, à l'aide. Tu ne comprends pas, salope, personne ne peut t'entendre. Maintenant, ferme ta gueule et prends ce que tu mérites, tout simplement. C'est vraiment très violent. Oui. À l'époque, je comprenais pas, étant donné que c'était en anglais et que j'étais Ouais. jeune. Évidemment, avec mes lunettes de maintenant et le fait que je comprenne mieux l'anglais, je me rends compte que c'est vraiment Bien pire sûr. que problématique. Mais C'est pire. affreux. Et en plus, à cette époque, il est allé très loin dans la mise en scène de cette séparation avec sa femme. À un concert sur scène, il a pris une poupée gonflable à son effigie, il l'a genre poignardée. Et il paraît qu'elle était dans le public. Et que ce soir-là, ça l'a amené à faire une tentative de suicide. À la même époque, en 98, il sort une chanson qui s'appelle 97 Bonnie and Clyde, où il raconte, où il détaille à Hailey, leur petite fille, comment il va tuer sa mère. Il a même fait un clip où il raconte tout ça à sa petite fille en détournant la réalité. Ça donne des choses comme genre ils sont devant un lac et il raconte comment il va se débarrasser du corps de sa mère. Mais c'est horrible. Attends, mais oui, non, mais c'est horrible. Mais waouh. Attention, c'est parti. À 3, 1, 2, 3, voilà maman qui s'éclabousse dans l'eau. Plus de disputes avec papa, plus d'injonctions. Plus de beau-père, plus de nouveaux frères. Envoie-lui des baisers d'adieu, dis à maman que tu l'aimes. Maintenant, nous allons jouer dans le sable et construire un château, mais d'abord, il faut aider papa à sortir 2-3 trucs du coffre. Waouh. Où il la rend même complice. Ouais. C'est affreux. Bref, Je suis pour des sans mots. questions de santé mentale générale, nous nous arrêterons là, dans cette liste évidemment non exhaustive de la culture du viol, de la culture du féminicide, dans l'art en général. L'art en général étant surreprésenté par des hommes, puisque les hommes ont tous les pouvoirs artistiques, politiques et économiques. On vous souhaite de vous tourner vers des artistes qui portent des textes forts et encourageants. Allez balancer votre quoi, allez faire exploser votre grenade, comme nous dit Clara Luciani, et vive la vie. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. J'irai brûler en enfer avec vous, en tout cas, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique, parce que je vais devenir un vrai dragon. Vous êtes peut-être passé à côté, et tant mieux pour vous. Le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, veut faire son grand retour avec un nouvel album. Avec un groupe qui s'appelle Détroit, avec lequel il a déjà collaboré en 2013. Et il espère le financer avec un truc participatif, je sais pas comment on appelle ça, quand c'est pour des mauvais... Une cagnotte, un crowdfunding. I don't want to talk when I don't like something. Pour rappel, le 1er août 2003, sa compagne, la comédienne Marie Trintignant, mourait des suites de coups portés par cet homme. 3 soirs plus tôt, il lui avait porté une vingtaine de coups de poing lors d'une violente dispute. Alors que celle-ci était en tournage à Vilnius, en Lituanie, elle était en train de tourner un film sur la vie de Colette. Le film s'appelait Colette, une femme libre. Quelle terrible ironie du sort de se rendre compte que 200 ans plus tard, les femmes n'allait pas mieux, les femmes meurent toujours sous le coup et sous les coups de leurs compagnons. Il a été condamné à 8 ans de prison, il en a effectué la moitié. C'est aussi ce qu'on appelle le privilège de l'homme blanc célèbre. À l'époque, c'était très compliqué de le condamner parce que c'était ce qu'on appelait un crime passionnel d'un rocker romantique qu'assuraient ceux qui prenaient sa défense. Bien sûr, prenez-moi pour une conne et Jeffrey Dahmer, c'est juste de la gourmandise. C'est le crime d'un boucher passionnel. 7 ans plus tard, pour son grand retour sur scène, en 2010, un nouvel argument était brandi. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Mais oui, enfin, Gérard Depardieu, il faut savoir séparer le vignoble du présumé violeur. Non, ça ne marche absolument pas comme ça. Et tu sais quoi? Il y avait un truc un peu chelou et je me suis dit, est-ce qu'en plus c'est un si bon chanteur que ça? Je sais qu'il y a des gens qui arrêtent pas de dire on a perdu un morceau du rock français de ouf. Tu sais quoi? Vous avez 4 heures, copie double exigée, je vois pas en quoi c'est mieux que j'allais dire que Bébé Brune. Mais
C'est quoi, Audrey, La donne-moi, référence. quel est l'héritage de ce groupe? Dis-moi le nom d'une chanson de ce groupe qui est resté. Non, mais ne me piège pas comme ça. En fait, je ne connais pas les titres de leurs chansons. Je connais Noir Désir, mais je ne connais pas. Je t'avoue. Bon, je sens qu'on rejette sais cette pas. personne un peu comme notre ex toxique et on a bien Vraiment, raison. Un déni. Si vous voulez un peu comprendre tous les mécanismes patriarcaux qui ont protégé cet homme à l'époque, je vous conseille vivement un article de la revue Déferlante qui s'appelle L'affaire Quanta. Ça a été long, ce chemin, pour le faire interdire, mais vaille que vaille, elle veut toujours revenir sur scène. Et je le sais parce qu'à l'été 2018, j'étais stagiaire à Midi Libre à la locale de Montpellier et il avait tenté à l'époque une nouvelle tournée avec une première date au Rockstore de Montpellier. Et moi, j'avais couvert plein de manifs féministes avec des pancartes dès qu'il y avait des spectateurs et des spectatrices qui arrivaient. À nous, les féministes, on faisait bouh. Et il y avait un truc où c'est trop marrant parce que, genre, c'est lui le catcheur de l'enfer, mais les gens qui allaient voir le concert, pour eux, c'était nous les hystériques. Mais enfin, bon, bref. Ça a permis quand même à ce nouveau tour d'essai de ne pas avoir lieu cet été-là. Toute sa tournée a été annulée. Mais bon, vaille que vaille, il repart avec une campagne de financement. Alors, qui va participer? Andrew Tate, peut-être, des masculins, je sais pas, Elon Musk, des pourfendeurs du rock pur, Vincent Cassel, à mon avis. En tout cas, sur Instagram, il n'a que 9400 followers. Maintenant que j'ai atteint 13 000, je vous raconte pas, je considère que c'est de la demeure, ça veut dire merde en langage de fin de soirée. Les commentaires sous l'annonce où il dit qu'il commence un financement participatif sont juste lunaires. Ça me genre trop hâte, j'arrive pas à respirer tellement c'est bien. Moi, j'arrive pas à respirer tellement t'es un connard. Bon, depuis 2013, on peut se dire que la vague MeToo est passée. Le mot féminicide, on parlait tout à l'heure de l'importance des mots, a émergé. Et donc, le temps, j'espère, aura fait son effet. Rien n'est moins sûr puisque l'année dernière, le Théâtre de la Colline présentait un spectacle mis en musique par Bertrand Cantat. Alors que la Colline, je le rappelle, est un théâtre public payé avec nos subventions et donc nos impôts. Et donc, quelque part, tu sais quoi, je suis trop contente d'être pauvre et de pas payer d'impôts. J'ai jamais participé à payer ses droits d'auteur. Pas encore, en tout cas. Un crowdfunding forcé par l'État. Le soir de cette représentation à la Colline, une manifestation féministe est intervenue pour tenter d'empêcher la représentation au fait trembler la carrière des hommes violeurs et batteurs de femmes, puisque la représentation aura lieu avec une demi-heure de retard, l'équivalent d'un petit retard sur la ligne 13, donc franchement pas de quoi faire. Toucher une couille sans faire bouger l'autre, ça veut rien dire, mais enfin bon, le patriarcat non plus ne veut rien dire. Vous savez quoi, franchement, j'ai même pas de blague à faire pour cette rôtisserie. Chouchou, billet en première classe pour l'enfer, pas de retour, pas de tournée, elle va juste brûler. Vraiment, même pas d'avocat du diable, j'en veux juste voir en enfer. Même pas d'avocat du diable. Bonne journée à vous, pas bonne journée à Bertrand Cantat. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire tout ça pour vous pondre une belle reco culturelle que même votre pote le plus arcy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un film qui m'a particulièrement touchée et qui, n'en déplaise à Vincent Cassel et sa peur panique de la vulnérabilité, m'a fait verser un torrent de larmes. Donc le film, ça s'appelle La famille Assada. J'ai été le voir avec ma copine sans vraiment savoir de quoi ça parlait, avec pour seule indication, ça a l'air cool et c'est le film qui a l'air le moins chiant. Donc on partait pas vraiment sur un enthousiasme hyper palpable, quoi. Et donc pourtant, franchement, quelle ne fut pas ma surprise. Pour refaire un petit récap, pour vous mettre un petit peu dedans, en gros, le film, on suit la famille Asada. C'est une famille japonaise de 4 personnes. Donc, il y a les 2 parents et les 2 fils. Cette famille-là, elle vit, a priori, une vie plutôt ordinaire. Mais en fait, pas tout à fait, puisque le père, c'est un père au foyer. Il a quitté sa carrière pour soutenir sa femme, qui rêvait d'être chef infirmière. Et d'ailleurs, elle a réussi à l'être. Et un des fils a un parcours plutôt classique. Et l'autre, qui s'appelle Masashi, il a pris une route un peu moins conventionnelle, celle de devenir photographe. Dans un cadre très traditionnel, ça... C'est disruptif, disons. Exactement, merci. J'en perds mes mots. Alors, au début, on comprend que c'est un rêve qui met un peu de côté parce qu'il a un peu peur d'échouer. Et puis après, on le suit un peu dans sa route qui est assez tumultueuse quand même vers le succès, avec évidemment les hauts et les bas qu'on connaît aux carrières artistiques. Sinon, c'est trop facile. Et bon, ça paraît un petit peu plan-plan comme ça, comme scénario, mais en fait, c'est juste une toile de fond, en fait, un prétexte pour parler de quelque chose de plus important. Et c'est en gros la question du film, c'est qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous en aviez le courage, les moyens et les opportunités. Donc oui, c'est deep. Ce film, ça parle finalement de sacrifice, de peur, de soutien. Je dirais que ça parle de sacrifice parce qu'on comprend un petit peu petit à petit qu'il y a beaucoup de personnes dans ce film-là qui ont mis de côté leurs propres rêves pour aider les autres à réaliser le leur. Ça parle aussi de peur parce que y a beaucoup de personnages, dont justement le principal, qui sont complètement paralysés par la crainte de pas réussir ou de pas être à la hauteur de leurs propres rêves.
donc c'est un peu triste. Et puis ça parle quand même de soutien, parce qu'on voit un petit peu l'importance des liens, l'importance de l'entraide. Il y a notamment toute une partie sur le séisme de 2011, et donc toutes les conséquences de ça, matérielles, etc. Et sur ce qui reste au final de nos souvenirs, de nos rêves après la mort et après les pertes matérielles. C'est très deep tout ça. Et bon, sans tout spoiler, le film est quand même assez drôle, parce que ça reste un film japonais, l'humour japonais assez absurde. Donc, c'est deep mais joyeux quelque part. Franchement très joyeux. Il y a une beauté partout, même dans là où c'est un peu sombre. Exactement. Et donc on y voit le personnage Masashi qui va impliquer ses darons et son frère un petit peu pet sec dans sa première série de photos qui est autour des liens familiaux. Donc il va les photographier en train d'incarner en fait leurs rêves. Donc il y a des trucs un petit peu marrants, comme la mère qui rêvait d'être une femme de gangster, etc. Donc elle va incarner, tu vois, ce personnage-là. Ok, derrière l'objectif, ils vont se mettre en scène selon les rêves qu'ils avaient. Exactement. Et donc c'est assez absurde et c'est en même temps très sensible. La preuve, j'ai pleuré la plupart du temps. Oui, je suis sensible. Donc ouais, même si les sujets sont deep, c'est un film qui se prend pas trop au sérieux jusqu'à la fin. Je vais pas vous spoiler la fin, mais la fin est très marrante. En tout cas, ça m'a donné envie d'abattre les dernières barrières qui me freinent dans mes projets et de faire plein de to-do list qui, je l'espère cette fois-ci, ne vont pas rester dans un coin poussiéreux, mais aussi de faire de gros câlins à mon entourage et aux personnes qui me poussent un peu vers mes rêves, etc. Et aussi d'être plus tendre envers moi-même, parce que souvent on a peur, on procrastine, etc. Et on peut être hyper dur envers soi-même. Et donc voilà. Donc je vous encourage à voir ce film. La famille Asada, c'est un film de Ryota Nakano. C'est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs, et il est en salle depuis un petit mois, donc il faut pas trop tarder à aller le voir. Merci Audrey pour cette reco. Franchement, je sais que La famille Asada est déjà un succès critique grâce à vous qui nous entendez, mais faisons-en aussi un succès commercial pour mettre fin à la procrastination, pour appeler à la créativité, pour faire des câlins aux gens qu'on aime, dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. Oui. Remplissez-nous ces salles obscures, mettons de la lumière dans leurs caisses de plus en plus vides et encensons nos artistes au texte engagé, comme je le rappelais. Si vous voulez écouter de la musique féministe, il existe pléthore de superbes artistes. Si vous êtes victime de violences psychologiques ou physiques, sachez d'abord qu'on vous croit, on vous entend, on sait que c'est vrai, et que si vous vous sentez prêt ou prête à parler, n'hésitez pas à chercher de l'aide auprès d'associations comme par exemple Nous Toutes, et surtout aux armes citoyennes. Vive la vie, on vous aime et à jeudi prochain. Salut! Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuel Fortunato. Chargée de production Ashley Tola.